aujourd'hui pour que vous nous racontiez comment est-ce que vous avez, vous, établi au domaine de Chaumont-sur-Loire un dialogue entre l'art, le patrimoine et également la nature et notamment les jardins. Chaumont-sur-Loire, vous le savez, et je le dis parfois, est un objet culturel non identifié, hein, en référence au titre que vous avez choisi. C'est un lieu un peu complexe, puisque c'est un lieu patrimonial avec ce magnifique château inscrit dans son paysage au bord de la Loire, avec un festival international des jardins qui existe depuis 1992 et où on célèbre la relation de l'homme avec les… Ah, je vois que vous passez de belles images. Et c'est depuis 2008 un centre d'art contemporain sur la thématique de la nature. Et c'est un lieu où on passe sensiblement de l'histoire à l'art contemporain et au jardin. Et j'aime beaucoup les hybridations permanentes qui… là, on voit une œuvre de Nikolai Polisky, ça c'est Chris Drury, Oui. qui avait créé qui a toujours, ce cercle existe toujours. Là, on est dans la dimension photographique avec une œuvre de Bae Bienou, puisqu'on a aussi une saison photographique. En tout cas, pour ce qui est de l'art contemporain, nous avons, ça c'est une œuvre de Giuseppe Pennon que nous avons présentée cette année avec ces arbres, cet arbre brisé porté par ses branches comme un catafalque. Nous avons chaque année une douzaine de commandes artistiques à passer à des artistes qui dialoguent avec la nature, qui utilisent les éléments de la nature et qui célèbrent la relation avec la nature, que ce soit avec le paysage ou avec d'autres éléments plus restreints qu'on peut trouver lorsque l'on est sur le domaine. Mais Euh, dites-moi, Chantal, en fait, comment est-ce que vous est venue en fait cette idée de créer un centre d'art et de nature à Chaumont-sur-Loire? Parce que au départ, c'est d'abord un lieu patrimonial avec son château, les dépendances, et puis également un festival des jardins. Et l'arrivée de l'art en 2008, ça s'est produit comment? En fait, c'était dans ma mission. Je devais mettre en place un projet d'art contemporain lié à la nature, mais je pense que je suis allée beaucoup plus loin que ce qui m'était demandé. Chaumont, avec ses 32 hectares, est un espace absolument extraordinaire est dans le jardin de la France, qui est d'une très grande beauté. Et j'estimais important que les artistes puissent dialoguer soit avec le patrimoine, puisque les œuvres sont parfois installées à l'intérieur dans les granges, les écuries, le château, soit avec le paysage. Et au fur et à mesure que ce projet s'est développé, on a vu à quel point les artistes qui au départ étaient assez étonnés, déstabilisés de ne pas être dans l'atmosphère habituelle du White Cube, ont été stimulés par ces architectures étranges, comme ici à droite l'œuvre de Sophie Lavaux, qui est installée dans l'ancienne boucherie du château, et l'œuvre de plume d'Isa Barbier, qui dialogue avec les murs très anciens de l'office. Et à chaque fois, vous voyez, on a des éléments de la nature. On a de la pierre, de la céramique à droite. On a ces plumes ramassées par Sophie Lavaux pour créer ce bélier de lumière, parce qu'on est sous le pont-levis, qui est absolument extraordinaire. Les artistes qui interviennent à Chaumont-sur-Loire sont souvent dans la célébration de la beauté du monde et de la beauté des choses. Et il y a cette volonté
de célébrer le mystère, en fait, qui les traverse et de le faire partager. Alors, vous m'avez souvent raconté, parce que chaque année, on se retrouve pour parler de la programmation, de la nouvelle programmation du domaine d'art contemporain. Et il se passe toujours quelque chose. Les artistes, en fait, créent spécialement pour le domaine de Chaumont-sur-Loire. Et en fait, ils sont quand même, c'est moi qui traduis, mais choisis par la nature d'une certaine manière, puisque ils se baladent, vous vous baladez avec eux, et puis vous trouvez l'endroit ensemble qui va accueillir l'œuvre. Tout ça est vraiment réalisé sur place, et il faut venir pour pouvoir exposer à Chaumont d'abord. Oui, absolument. Ce sont des créations in situ réalisées pour le domaine. Et l'œuvre qui est présentée répond vraiment aux exigences ou aux difficultés du lieu. Ça, c'était une œuvre de Patrick Dougherty. Alors, vous avez évoqué la question du positionnement. En fait, pour moi, euh, dans un lieu aussi chargé, aussi extraordinaire qu'est ce domaine, l'œuvre ne peut vraiment pas être posée n'importe où. Je parle souvent du concept de la juste place et nous nous promenons avec les artistes qui s'imprègnent de l'esprit du lieu et nous finissons par trouver de concert le point, l'endroit où l'œuvre doit être. Et la même œuvre qui serait positionnée 50 mètres plus loin pourrait blesser des lignes fondamentales qui sont inscrites dans ce paysage. Et je dois dire que depuis plus de 10 ans, on a toujours réussi à vraiment préserver la beauté des espaces, c'est qu'on a l'impression que les œuvres qui sont là, celle-ci malheureusement que nous voyons à l'écran n'est plus là parce qu'elle a été détruite par la force du vent après avoir été présentée pendant 7 ou 8 ans. On a vraiment l'impression, et je pense que c'est le gage de notre réussite commune à l'artiste et à moi, que l'œuvre est là depuis toujours. Si je suis très allergique à l'accumulation des œuvres dans un certain nombre de lieux. Là, les œuvres ont chacune leur place, il n'y a pas de co-visibilité et il y a un dialogue avec les arbres, avec le fleuve, avec le paysage. Ça, c'était une œuvre de Miguel Chevalier qui était intéressante particulièrement par ce qu'il y avait à l'intérieur, par les surnatures qui étaient présentées, c'est une œuvre numérique qui était présentée par Miguel Chevalier. La place de l'œuvre est tout à fait fondamentale. Et en fait, il y a la plupart des œuvres, qu'elles soient d'Andy Goldsworthy, d'Ella Tsui, d'Eva Jospin, les œuvres sont positionnées plutôt assez loin du château, dans une promenade verte qui fait qu'on a l'impression qu'on est face à des fabriques, comme il y en avait dans les parcs italiens d'autrefois. Dites-moi, Chantal, quand il y a énormément de... Dites-nous combien vous avez de visiteurs par an, à peu près. On avait jusqu'en 2007 à peu près 200 000 visites par an. Et en 2019, parce que cette année était particulière, on a eu jusqu'à plus de 500 000 visites, ce qui est plutôt très bon signe, parce que qu'est-ce qui est advenu dans ce domaine, dont le château existait depuis fort longtemps et dont le Festival des Jardins existait aussi depuis fort longtemps. Il y a eu l'arrivée des artistes. Et c'est cette présence des artistes, c'est ce dialogue entre les arts, cette hybridation que j'évoquais tout à l'heure entre le jardin, l'architecture, le design là, et le paysage qui fait que je pense que l'expérience de la visite à Chaumont-sur-Loire, il faut toute une journée pour découvrir
ce domaine qui en plus change chaque année. Il y a des œuvres qui restent, mais il y a beaucoup d'œuvres qui arrivent. C'est vraiment une expérience particulière. Mais beaucoup de gens pensent que le grand public est allergique à l'art contemporain. Et ce que vous proposez eh bien, vient s'inscrire en faux. Et expliquez-nous comment vous avez réussi à attirer autant de gens pour voir de l'art contemporain. En fait, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je suis restée à Chaumont-sur-Loire, parce que j'étais arrivée à Chaumont-sur-Loire pour 5 ans au fond, le renouvellement permanent, ce dialogue merveilleux avec les artistes et avec le public, m'a incitée à rester et surtout, je pense que c'est un lieu où évidemment viennent les collectionneurs, les artistes, les galeristes, les amateurs d'art, puisqu'on a beaucoup de très grands artistes. Je n'ai pas cité Kounelis, je n'ai pas cité Sarkis, je n'ai pas cité Orozco, je n'ai pas cité Tunga. Enfin, on a eu plus d'une centaine et de très très grands artistes qui sont venus à Chaumont-sur-Loire. Mais on a aussi des gens qui viennent à Chaumont-sur-Loire parce qu'ils s'intéressent à l'art du jardin, qui pour moi est un art véritable. Un jardin est une création, c'est une œuvre d'art totale. Donc pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, mais on a des visiteurs qui ne sont pas des habitués des musées, des galeries, et qui vont, parce qu'ils n'ont pas cette culture de l'art contemporain, tomber sur une œuvre de Giuseppe Pennone et ils ne savent pas forcément qui est Giuseppe Pennone. De la même manière, ils vont découvrir l'une des 3 œuvres de Hélène Etsui qui sont présentes à Chaumont-sur-Loire ou beaucoup d'autres, puisque maintenant on a une cinquantaine d'œuvres permanentes. Et ce qui m'importe, moi, c'est le dialogue, le coup de cœur, l'émotion. En fait, je pense que mon travail est de créer l'émotion par-delà le discours qu'on a en général sur l'art. Et ce qui nous touche, c'est que des gens qui n'osent pas aller dans les musées, qui n'osent pas aller dans les galeries, il y a ce phénomène de seuil que nous connaissons tous. Quand on travaille dans le milieu de l'art, on est entre soi souvent et donc nous, ça ne nous pose aucun problème de pénétrer dans ces lieux magiques, mais pour beaucoup de gens, ce sont des lieux interdits parce que ce sont des lieux de savoir qui font un peu peur. Et là, ils n'ont pas peur parce qu'ils découvrent l'art après avoir vu des jardins au cours de promenades extraordinaires qui agissent en plus sur l'esprit, qui agissent sur les sens et qui font qu'on est dans un état de réceptivité plus grand que lorsque l'on est dans d'autres lieux. Et de la même manière, dans le château, les œuvres sont présentées dans des espaces un peu étranges, a priori, dans des granges, dans des caves, dans des greniers. Mais au fond, c'est justement ce décalage qui fait que le public est séduit et ce qui fait que le public a augmenté parce qu'on a la chance d'avoir un public récurrent. Je dis toujours, on vient une fois à Chaumont-sur-Loire et on y revient. Il faut dire qu'on a chaque année 30 nouveaux jardins, une quinzaine de commandes artistiques et l'hiver, des commandes dans le domaine de la photographie. Donc, je crois, et c'est parce que c'est un lieu de démocratisation culturelle important, je crois qu'on peut attirer un public large, pas forcément familier de l'art, dans des lieux qui demeurent très, très exigeants, en tout cas je l'espère, s'agissant de la programmation et s'agissant du discours, qui est celui qu'on peut avoir sur l'art. Nous avons fait il y a à peu près une année ensemble un jeu des mots. Et pendant ce jeu des mots, vous m'avez répondu la chose suivante. La beauté est un concept fondamental dans mon existence. C'est sans doute parce que je suis extrêmement consciente des difficultés de notre monde, de la brutalité des relations humaines, de toutes les laideurs de l'âme humaine, que je suis sensible aux splendeurs de la nature. Je crois que la beauté, c'est exactement ce que vous souhaitez transmettre au public, au public avec un X et un S qui viennent
à Chaumont-sur-Loire. Oui, je crois que dans le monde difficile qui était évoqué tout à l'heure dans le dernier débat, un monde extrêmement tendu, un monde où le mal semble omniprésent parce qu'il y a cet effet de grossissement des médias en plus, hein, qui donne l'impression, alors évidemment, aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à ce terrible virus, mais de manière générale, il y a une focalisation sur les difficultés de notre monde. Or, je crois que la contemplation de la beauté est absolument nécessaire, que la beauté, pour moi, nous apporte à chacun et peut apporter à notre public une sorte de révélation, de révélation de soi-même à soi-même, en fait. C'est-à-dire que l'immersion dans l'harmonie, la confrontation avec la beauté entraîne une sorte de transfiguration. Là, vous faites référence aux œuvres de brume de Fujiko Nakaya, qui est une artiste japonaise que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a cette occasion de renaissance à soi-même, en fait, de ressourcement. Pour moi, la beauté, c'est tout à fait fondamental. Et on peut dire que c'est un des dénominateurs communs des artistes qui sont invités à Chaumont-sur-Loire, parce qu'ils célèbrent la beauté de la nature, ils subliment la beauté de la nature que les citadins euh, ont peut-être eu tendance à oublier. 80% des gens vivent en ville, hein, ils vivent dans le béton, ils vivent dans le ciment, ils vivent dans une certaine dureté, dans des rythmes assez difficiles, assez brutaux, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, les artistes, surtout quand ils interviennent dans des lieux assez extraordinaires, comme l'est le parc de Chaumont-sur-Loire, arrive à agir sur nos âmes. Et je pense que si on arrive à toucher le cœur des visiteurs, à agir sur leurs âmes et à provoquer l'émotion, je pense que nous aurons été utiles. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous donner des nouvelles du domaine de Chaumont-sur-Loire? Alors, le domaine de Chaumont-sur-Loire, qui avait prévu, enfin, nous avions prévu de prolonger la saison d'art de cette année. D'habitude, elle s'arrêtait le 1er novembre et on avait prévu de prolonger nos expositions jusqu'au 3 janvier. Alors, évidemment, quand on a appris 3 jours avant la réouverture que nous étions fermés, nous étions tristes parce que on ne pourra plus voir l'exposition de Philippe Cogniet, le paysage de Philippe Cogniet, les merveilleux herbiers, voilà, un des tableaux de Philippe Cogniet, les merveilleux herbiers de Marinette Koueko, par exemple, qui est une artiste extraordinaire qui a passé sa vie à collecter et collectionner des feuilles, des fibrilles, des pétales. On ne les verra plus. Donc, on est dans une sorte de tristesse et en même temps, on sait que sans doute était-il dangereux qu'il y ait trop de déplacements. Mais comme nous sommes très positifs, moi, je prépare ardemment l'année prochaine. Donc, notre cap maintenant, c'est le tout début du mois d'avril, avec une programmation qui est maintenant élaborée et un festival des jardins qui aura une thématique très, très écologique, mais pleine d'espoir et qui va justement célébrer à la fois, je n'ose pas vous donner mon thème parce qu'en général, je n'en parle qu'à la fin du mois de janvier, une thématique qui va célébrer les formes et les processus de la nature, qui va nous donner envie de nous inspirer de cette nature. Je rappelle que le thème de cette année du Festival des Jardins, c'était la terre-mère, retour à la terre-mère. Donc, quelles que soient nos activités, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient jardinistiques, nous sommes du côté de la beauté des choses et du côté positif des choses.
Chantal, il ne vous a pas échappé que Hervé Fischer et José Lepiez sont restés pour nous écouter. Si l'un d'entre eux a envie d'intervenir ou de vous poser une question, surtout qu'il n'hésite pas. Nous ne sommes pas très très nombreux aujourd'hui et sur cette conversation, donc c'est aussi l'occasion. Sinon, nous allons revenir un petit peu au choix. Non, je Oui, moi j'aimerais bien intervenir très brièvement. J'ai été très sensible à cette notion de beauté que Chantal Collot-Dumont nommait avec insistance et qui permet une révélation de soi-même à soi-même selon ses propres mots. Et j'ajouterais que cette beauté, nous en avons effectivement grand besoin dans le monde chaotique actuel, plus que jamais, mais aussi, pour moi, il est lié à une éthique. Et dans la nature, il y a manifestement, même si la nature n'a jamais inventé l'éthique, ce sont les hommes qui ont inventé l'éthique. La nature de Darwin ne connaît pas l'éthique, c'est la loi du plus fort. Bon. Mais nous ressentons aujourd'hui, quoi qu'en ait dit Darwin, une dimension éthique de respect de la nature. Je soulignais tout à l'heure qui pour moi est le premier pas du respect de l'homme, des autres, et du respect de l'univers, du respect de la beauté extraordinaire de la vie. Parce que la nature, finalement, c'est le mythe de la vie, c'est la mise en scène de la créativité de la vie, de l'énergie de la nature, de la vie, c'est un peu la même chose. Alors, c'est ça, à mon avis, où il y a l'intensité humaine la plus forte dans la nature. Et pour, euh, pour abonder dans le sens d'Hervé, je vous ferai juste une petite parenthèse pour revenir au primitivisme. Chez les Indiens Navarro d'Amérique du Nord, pour soigner d'une maladie, on dit restaurer la beauté. On ne dit pas soigner, on dit il faut restaurer la beauté, au sens de restaurer l'harmonie entre ces différentes strates du monde, mythique, pragmatique, symbolique. Oui, la nature est anthropomorphique. Hein. Notre interprétation de la nature est fondamentalement anthropomorphique. Tous les mythes sont anthropomorphiques. Et là, une blessure dans la nature, c'est une blessure de l'être humain et réciproquement. Absolument. Donc, allons nous soigner à Chaumont-sur-Loire. En tout cas, je suis ravie de vous y accueillir et j'ai été très heureuse de vous entendre tous les deux. Mais si vous voulez, je considère que Chaumont est comme une sorte d'utopie artistique, comme je l'évoquais tout à l'heure, une sorte de paradigme qui montre qu'il est possible de la soigner, cette nature. On travaille sur la résilience. Il y a des espaces nouveaux, un grand parc, notamment de 10 hectares qu'on a créé en 2012, qui était un lieu extrêmement dur. C'était une friche abominable qui avait été très abîmée avec le temps. Et on y a planté des arbres, on y a créé des jardins. Et au fond, c'est peut-être la métaphore de ce qu'on devrait faire, puisque souvent on coupe les arbres, on abîme les quartiers, on arrase cette terre si fragile, on met des pesticides un peu partout. Et je pense que si on avait une autre relation avec la nature, si on plantait beaucoup, enfin on commence à le faire, hein, je ne suis pas la seule à le dire, si on bloquait certains développements urbains trop violents et trop laids, on pourrait réparer. Je crois à la possible réparation du paysage. Je crois à la possible réparation du lien que nous avons avec la nature. Et il faut réapprendre un certain nombre de choses, il faut être dans le respect de la nature, mais en tout cas, je suis persuadée que nous ne pouvons pas survivre sans contempler la beauté du monde et la beauté des choses. Norbert Hiller a écrit un livre magnifique récemment sur justement cette fonction réparatrice de l'art, rédemptrice, qui va exactement dans le sens que vous soulignez, que je partage complètement. Donc, en fait, on aurait en fait pour l'art et pour la nature
une capacité de réparation. À la fois l'art répare et la nature peut être réparée. Donc, Chantal, est-ce que vous voulez bien nous dire deux petits mots? On est juste entre nous, il y a très très peu sur la programmation de la prochaine programmation. Je ne peux pas m'empêcher quand même de vous poser la question, euh, même si Marie-Laure est toujours la première à essayer. D'ailleurs, vous êtes la première à qui je le dis, mais là, nous avons des témoins et c'est enregistré. Non, on dira rien, on dira rien. Tout n'est pas encore totalement figé, mais je vais montrer des œuvres d'un artiste qui n'est plus de ce monde, mais pour qui j'ai une très très grande admiration, c'est Paul Révérol. On va montrer, qui est un artiste très puissant. On va montrer des paysages qui n'ont pas été mis ensemble, tous ensemble, parce que souvent on montre des suicidés, des écorchés de Révérol, mais là, juste la dimension des paysages. Donc, ça sera une très, très grande exposition. Je vais sans doute, mais ça n'est pas sûr à 100%, travailler avec Michel Barcello également. Donc, en fait, on a presque deux ogres, des thaumaturges, des hommes très puissants. Mais après, je n'irai pas plus loin. On a sinon des œuvres plus extrêmement fines, extrêmement délicates, avec du fil, des plumes, et je pense, Marie-Laure, et vous, que vous serez séduits par la délicatesse de cette présence. Et évidemment, ce que je n'ai pas dit, c'est que je choisis mes artistes aussi en fonction du lieu dans lequel ils pourraient intervenir. Et Dieu sait s'ils sont différents, s'ils sont atypiques, s'ils sont difficiles. Alors peut-être une dernière clé que je vais donner, puisqu'en plus ça a été un de vos intervenants, on aura des dessinateurs, on aura des dessins. On aura on a quand même montré cette année des dessins de Giuseppe Pennone, donc ce n'est pas la première fois, mais on aura Fabien Merel qui fera partie de nos invités. Voilà. Je vous en ai donné 4 sur 15. Je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras, mais L'embarras. je n'ai pas pu m'en empêcher. En tout cas, merci de nous avoir fait ces confidences, Chantal. Et quand est-ce que va ouvrir la prochaine programmation? En avril, c'est ça? L'inauguration officielle sera le 2 avril et vous êtes tous les bienvenus. Si je n'ai pas vos coordonnées, vous transmettrez, Marie-Laure, mon invitation, même si l'un d'entre nous est un peu loin, comment dirais-je, aux personnes qui ont dialogué avec vous. Et je vois que nous sommes nombreux à avoir rejoint Chantal dans cette conversation. Et nous allons bientôt nous quitter. L'heure arrive. Chantal, vous pouvez rester avec nous et avec plaisir, évidemment. Et je vous remercie infiniment d'avoir répondu aux questions et à l'invitation. À bientôt. Merci Marie-Laure, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.